Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes le lundi 7 juin 2021. Vous regardez À l'air libre, la quotidienne de Mediapart. Bienvenue. Au sommaire de cette émission, un nouveau rebondissement explosif pour Nicolas Sarkozy dans l'affaire libyenne. La papesse de la presse People, Mimi Marchand, est mise en examen, notamment pour subornation de témoins. Elle est soupçonnée d'être impliquée dans la rétractation de Ziad Takieddine. On en parle avec Fabrice Arfi. Salut Fabrice. Bonjour. Les ministres du G7 ont convenu d'un impôt mondial de 15% minimum sur les sociétés. Si l'accord semble inédit, est-il pour autant historique? On posera la question à notre invité, l'économiste Maxime Combe de l'Observatoire des multinationales. C'est un nouveau volet explosif dans l'affaire libyenne que vous avez révélé Mediapart ces dernières semaines et qui fait apparaître un nouveau personnage clé au service de Nicolas Sarkozy, dont le nom, celui de Nicolas Sarkozy, est cité dans ce volet. C'est ce que tu peux nous annoncer ce soir, Fabrice. On va y revenir à la fin de cet échange, mais pour comprendre d'abord, petit résumé des épisodes précédents. Retour 7 mois en arrière. Est-ce que vous vous souvenez de ça ? La volte-face de Ziad Takieddine dans l'affaire libyenne, assis sur un muret à Beyrouth le 11 novembre dernier, il offrait à BFM une interview exclusive de 32 secondes. Je confirme que ceci n'est pas vrai. Monsieur Sarkozy n'a pas eu un financement libyen pour la campagne présidentielle, ni Monsieur Kadhafi ne pouvait le faire parce qu'il ne le faisait jamais. Et je l'ai dit haut et fort. Or, ce juge Tournaire a bien voulu tourner ça à sa manière et me faire dire des propos qui sont totalement contraires aux propos que je dis, ou j'ai toujours dit. Et il n'y a pas eu de financement de campagne présidentielle de M. Sarkozy. Une rétractation mise en scène dans Paris Match sur la plume de François Delabarre. Ziad Takieddine, donc, après avoir dit à Mediapart, mais aussi aux policiers puis aux juges qu'il avait remis 5 millions d'euros à Nicolas Sarkozy et Claude Guéant en 2006 et 2007 de la part du régime libyen pour financer la campagne de 2007, eh bien, Ziad Takieddine avait donc changé d'avis partiellement et a absous Nicolas Sarkozy. Voilà donc où on en était il y a 7 mois, Fabrice. Depuis, Mediapart a révélé que la rétractation de Ziad Takieddine s'est faite après d'étranges tractations, y compris financières, et Mediapart vient de révéler de nouvelles infos sur les coulisses de cette rétractation. Un nouveau personnage central soupçonné d'avoir participé à ça, c'est Michèle Marchand, dite Mimi Marchand. Aussi puissante que discrète, peu d'images d'elle existent. Pourtant, c'est sa spécialité, les images. Mimi Marchand, donc la papesse de la presse People, à la tête de l'agence Best Image. C'est elle qui gère l'image du couple Macron. Les unes de Paris Match, c'est elle, proche du couple. Elle a ses entrées à l'Élysée, mais aussi dans la maison du Touquet du couple, au QG, le soir des résultats et à la soirée de la Rotonde. Elle est aussi très proche du couple Bruni-Sarkozy. Et d'ailleurs, quand Ziad Takieddine se rétracte, c'est devant la caméra puis l'objectif d'un des principaux photographes de Mimi Marchand, Sébastien Valliela. De quoi est-ce qu'elle est soupçonnée, Fabrice ? Alors aujourd'hui, Mimi Marchand est soupçonnée en complicité avec un aréopage extrêmement hétéroclite de protagonistes. Ici, un escroc multicondamné, là, un affairiste versé dans l'immobilier, encore ici, un publiciste qui a travaillé pour Nicolas Sarkozy en 2012, d'avoir en quelque sorte stipendié le témoignage de Ziad Takieddine sur fond de tractation financière, c'est-à-dire que le revirement spectaculaire de Ziad Takieddine dans l'affaire des financements libyens, dans le dossier principal, n'est pas le fait, d'après la justice et le soupçon judiciaire, d'un mouvement de sincérité, ça peut arriver, et pourquoi pas, mais d'un mouvement d'intérêt dont l'organisatrice en chef, si on peut me permettre l'expression, est Mimi Marchand, qui est une personne extrêmement influente, comme tu l'as dit. Elle est quand même la confidente de plusieurs couples présidentiels et non des moindres, les Sarkozy et les Macron, et qui aujourd'hui se retrouve mise en examen avec 4 autres personnes pour subornation de témoins et association de malfaiteurs. Dans ce système, il y a un autre rouage, Noël Dubus. C'est quelqu'un dont on a déjà beaucoup parlé dans Mediapart, mais qui est plutôt inconnu du grand public. Est-ce que tu peux nous dire qui il est et quel serait son rôle là-dedans ? Alors Noël Dubus, dans l'architecture de subornation de témoins présumée mise au jour par la justice, c'est l'homme qui a été envoyé au contact de Ziad Takieddine. Il s'est rendu à plusieurs reprises à Beyrouth. C'est par lui et par son intermédiaire, y compris
appris que des fonds ont été versés. Il l'a même lui-même reconnu aux avocats de Ziad Takieddine au moment où il fait cette étrange et spectaculaire rétractation. Et donc, il est l'un des agents, entre guillemets, présumés de Mimi Marchand. Ça n'est pas n'importe qui, c'est un homme qui a été condamné à plusieurs reprises pour escroquerie. On peut le dire, cet homme est un escroc qui, lui aussi, se retrouve mis en examen. Et avec Mimi Marchand, on est face à quelqu'un qui, quand on l'a interrogé pour nos premières révélations, Mimi Marchand disait « Moi, je n'ai absolument rien à voir dans cette affaire. Je ne me suis pas mêlé du tout de la rétractation de Ziad Takieddine. Depuis qu'elle est mise en examen, c'est elle qui fait un revirement, puisqu'elle dit « Oui, c'est vrai, mais je n'ai fait que mon travail de journaliste. » Donc, on voit que les vérités, elles peuvent évoluer au fil du temps. Pourquoi est-ce que la mise en examen de Mimi Marchand, elle est explosive, gênante pour Nicolas Sarkozy ? En fait, Mimi Marchand, la question qui se pose aujourd'hui dans l'enquête judiciaire, c'est pour le compte de qui elle a fait ça. À qui profite le crime, entre guillemets? Est-ce qu'elle s'est levée un beau matin en se disant tiens, on va organiser la rétractation vraie, fausse de Ziad Takieddine dans l'affaire des financements libyens? Ce qui est établi aujourd'hui au dossier, mais il suffit de regarder la télé et lire la presse, c'est que ça a été fait au profit, ne serait-ce que médiatique et judiciaire, de Nicolas Sarkozy. Et il y a un élément d'ailleurs assez intéressant, c'est que le journal qui a mis en scène cette rétractation, cette vraie fausse rétractation de Ziad Takieddine, c'est Paris Match, propriété du groupe Lagardère, dont Nicolas Sarkozy est membre du conseil de surveillance. Parce qu'une fois qu'on a rétabli les faits, il faut revenir à ce 11 novembre 2020 où tout de suite, dès que Ziad Takieddine s'est rétracté, la stratégie de communication s'est mise en branle. 1 heure donc après la rétractation de Ziad Takieddine, Nicolas Sarkozy avait communiqué, la vérité éclate enfin. 2 jours plus tard, il enchaîne sur BFM, la mine grave. Est-ce que c'est normal qu'un ancien président de la République soit traîné dans la boue, comme je le suis depuis 8 ans, sur les seules déclarations d'un individu qui a menti et qui vient aujourd'hui dire « j'ai menti ». Élément de langage repris en boucle par ses lieutenants. Au-delà de tous ces éléments, ce qui compte, il y a une chose qui compte, c'est que la vérité apparaisse. Et la vérité progresse. Il n'y a jamais eu de financement. Quand il sera sorti blanchi de cette affaire, est-ce que vous allez faire la une sur tous les journaux en disant voilà, tout est tombé, et si et ça, mais alors pour salir, vous savez, médiatiquement, ça va fort. On est très clairement en présence d'un montage politique qui a eu pour objectif d'abattre Nicolas Sarkozy. Dans les médias donc, mais aussi à l'Assemblée nationale. La confusion intolérable des pouvoirs politiques et judiciaires a-t-elle été à l'origine de ce que l'on peut qualifier aujourd'hui de machination? Et puis il y a eu cette déclaration qui interroge, celle du directeur de la rédaction de Paris Match et du JDD, 2 propriétés du groupe Lagardère, au conseil de surveillance duquel, tu l'as dit, Nicolas Sarkozy siège. Vous avez eu Nicolas Sarkozy au téléphone Je l'ai eu au téléphone. Oui. Il m'a remercié de l'article que j'ai publié dans le journal du dimanche. C'est rigolo d'être fier qu'un politique vous appelle pour vous remercier pour un article. Personnellement, moi, je le prendrais assez mal. Oui, je ne sais pas si c'est... Mais que dire de ce drôle d'enchaînement ? Oui, en fait... Est-ce qu'on peut appeler ça une offensive médiatique ? Non, mais ce qu'on voit là, c'est qu'il pensait avoir, avec cette vraie fausse rétractation de Takieddine, atteint le Graal qu'il cherchait, c'est-à-dire anéantir le dossier judiciaire. Alors, on en a déjà parlé ici. Faire croire que le dossier judiciaire reposait simplement sur les déclarations de Takieddine, c'était déjà en soi une folie, puisque, évidemment, les juges, en 8 ans d'enquête, ils ont un peu plus que les mots de Takieddine. Et les lecteurs de Mediapart le savent, il y a des documents bancaires, il y a des virements, il y a des rapports, il y a d'autres témoignages, etc. Mais là, ils ont voulu faire un énorme coup médiatique et accuser la justice au travers de Ziad Takieddine, et c'est en train de revenir comme un boomerang au visage de Nicolas Sarkozy, puisque si aujourd'hui il est démontré, et on va voir ce que l'enquête dira plus tard, que c'est une subornation de témoins telle qu'elle est présumée aujourd'hui, alors pourquoi déployer autant de moyens et d'énergie pour faire dire à l'accusateur le contraire de ce qu'il a toujours dit, si on n'a absolument rien à se reprocher dans le dossier principal? Et justement, à propos de Nicolas Sarkozy, donc il est plusieurs fois mis en examen dans le financement libyen, et sur le volet précis de la rétractation, qu'est-ce que tu peux nous dire à son sujet? Ce qu'on peut d'ores et déjà annoncer ce soir, c'est que l'affaire ne va pas s'arrêter, puisqu'on peut révéler que le nom de Nicolas Sarkozy, mais aussi celui de son avocat Thierry Herzog, les deux ont d'ailleurs été déjà condamnés pour corruption dans l'affaire Bismuth, sont cités dans ce volet-là du dossier. Et on en a un exemple éclatant, c'est que les 5 mises en examen, dont Michel Marchand, dont nous avons parlé, ont interdiction de la justice, selon les termes de leur contrôle judiciaire, d'entrer en contact de quelque manière que ce soit avec
Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog et le journaliste Hervé Gattegno. Donc ça veut dire que ces trois-là sont dans le scope de l'enquête, sous les radars des enquêteurs. Ça ne veut pas dire forcément que des délits ont été commis, c'est pas ce qu'on dit. Mais si les juges ont ressenti le besoin dans le contrôle judiciaire de dire qu'il fallait que les mises en cause ne les rencontrent pas, c'est qu'il y a des éléments qui montrent une forme d'investissement de leur part dans cette affaire. Merci Fabrice. Pour tout comprendre donc à l'affaire des financements libyens et ses nombreux volets, il faut aller sur notre site Mediapart. Tout de suite, notre invité. Bonjour Maxime Combe, bienvenue sur le plateau d'Alerte Libre. Vous êtes économiste, membre d'Attaque et de l'Observatoire des multinationales qui a publié il y a 10 jours Allo Bercy 2, un rapport dont on a parlé ici dans Alerte Libre et sur lequel on va revenir. Ce week-end, les ministres des Finances du G7 ont décidé d'un impôt minimal mondial sur les sociétés d'au moins 15%. Vous pouvez lire l'analyse de Martine Orange sur le sujet. Un accord qui a été qualifié d'historique par Rishi Sunak, le ministre des Finances britannique qui présidait la rencontre. On l'écoute. Well, I'm delighted to announce that today, after years of discussion, G7 finance ministers have reached a historic agreement to reform the global tax system. Maxime Combe, un mot pour qualifier cet accord. Du point de vue des annonces, il est historique. Parce qu'on a un basculement du point de vue au moins idéologique pour sortir de la course au moins-disant fiscal à la concurrence internationale. Donc dans les discours, c'est très clair. Et c'est un message qui est adressé notamment aux classes moyennes, celles qui, en plus des classes populaires, ont été victimes de la mondialisation des échanges et finalement de cette prééminence des grands groupes sur l'économie mondiale. Quand on regarde du point de vue économique, du point de vue géopolitique, du point de vue politique, la réalité est un petit peu différente. C'est-à-dire ? C'est-à-dire quand on regarde sur les côtés techniques et économiques, le taux de 15% qui est annoncé est relativement faible. Il est annoncé comme étant un plancher en deçà duquel il ne faudra plus descendre, mais peut-être qu'il va devenir finalement un plafond pour un certain nombre de pays qui vont peut-être être conduits et incités à réduire leur impôt sur les sociétés à 15%. Et par ailleurs, on n'est pas certain que ça dégage beaucoup de financement, enfin suffisamment de financement tel que annoncé, parce qu'il y a toute une série maintenant de négociations qui vont avoir lieu pour intégrer éventuellement des secteurs qui vont être exclus du dispositif, le secteur minier, le secteur énergétique, et peut-être des multinationales ou d'autres dérogations qui vont être introduites. Alors, si on fait un tout petit peu de pédagogie pour celles et ceux qui ne suivent pas ça de près, mais que ça intéresse, parce qu'au final, cet impôt, ça devient un bien commun. Avant cet accord, il y avait quoi comme système d'impôt sur les sociétés ? Depuis 40 ans et le début de la libéralisation des mouvements de capitaux et de la libéralisation de l'économie en général à l'échelle mondiale, c'est une course au moins-disant fiscal à laquelle on est confronté, c'est-à-dire que les pays, finalement, se concurrencent les uns les autres pour attirer soit directement des activités économiques, des sièges sociaux ou simplement domicilier des activités comme dans un certain nombre de paradis fiscaux. Et donc du coup, on avait une course au moins-disant social. Et par exemple, l'Union européenne est la région dans le monde où cette concurrence fiscale est la plus approfondie, la plus féroce, et avec un taux moyen d'imposition sur la société qui est passé de 40% à 20% en 20-25 ans. Ça, c'est une étude récente du FMI. Et donc du coup, on va peut-être sortir de cela. En tout cas, dans les annonces, dans le discours politique. Et ça, c'est une victoire de l'ensemble des mouvements, de ceux qui se battent contre cette logique-là. Donc il faut le reconnaître comme tel. Et bien donc le fait d'instaurer un impôt là où les sociétés font leurs bénéfices, c'est un progrès. Le principe de lutter contre l'évasion fiscale, l'optimisation fiscale et le fait que les multinationales puissent déplacer leurs profits pour payer le moins d'impôts possible, le fait qu'on en soit là est un progrès. Mais ça a mis très longtemps. Le fait qu'on lutte contre ce principe. Le fait qu'on lutte contre l'évasion fiscale, qu'on l'annonce, est un progrès. Mais déjà, on en est à plus de 10 ans de négociations. Ces négociations, elles ont lieu depuis en fait, la crise de 2008-2009. Et on a mis 10 ans pour en avoir un accord simplement entre le G7. Le G7, c'est une instance surannée du siècle passé. C'est les pays industrialisés du XXe siècle. C'est quelque chose qui ne devrait plus exister. Comment aujourd'hui les États-Unis, les pays de l'ouest de l'Europe considèrent qu'ils prennent une décision pour l'ensemble de la planète. Donc on en est à effectivement une situation où il y a un petit chapitre dans un communiqué du G7 Finance. Maintenant, il va falloir que ça aille au G7. Mais même si c'est suranné et en effet surréaliste que 7 pays décident pour le monde entier, est-ce qu'ils vont être un peu quand même, est-ce qu'ils sont un peu prescripteurs ? En fait, les États-Unis sont les grands gagnants de cette annonce. Les États-Unis cherchent à reconstruire
Alors attendez, ça on va y venir. Mais d'abord, est-ce qu'ils sont prescripteurs? C'est-à-dire que est-ce que cette recommandation, est-ce que cette communication du G7, 15% minimum, ça va être suivi au G20 par exemple? Sans doute, et le fait qu'ils aient inscrit le 15% dans le communiqué est problématique, parce qu'il y avait de négociations et discussions sur le taux. Biden, initialement, avait proposé 21%. 21, ouais. Il aurait fallu que l'Union européenne soutienne, et notamment la France, massivement le 21%, voire propose 25%. Ça n'a pas été le cas. D'ailleurs, Bruno Le Maire s'est satisfait des 15%, donc, alors que Biden voulait 21%. Alors certes, Biden s'est fait retoquer par le Congrès et des lobbies, mais est-ce que c'est pas un peu bizarre de se prendre une leçon d'économie des États-Unis, qui est quand même le pays du libéralisme? Il faut le voir comme une bonne nouvelle, c'est-à-dire que la politique économique de Biden n'est pas celle de ses prédécesseurs. Donc ça, c'est plutôt intéressant, le fait qu'il ait la volonté effectivement de porter des choses au niveau international. Maintenant, effectivement, les États-Unis, ils cherchent leur objectif à travers cela, c'est pas mettre à mal l'ensemble du capitalisme américain. C'est effectivement de le rééquilibrer un petit peu. Le grand objectif de Biden, à travers sa politique économique intérieure et sa politique économique extérieure, c'est finalement envoyer un message aux classes moyennes pour leur dire « vous ne serez plus les victimes de la mondialisation ». Et donc on va un petit peu rééquilibrer, mais il est hors de question de mettre à mal l'ensemble des multinationales américaines. En vrai, on aurait pu aller jusqu'à quel taux? Quel taux serait juste, selon vous, pour taxer les multinationales? Je vous disais qu'il n'y a pas si longtemps que ça en Europe, le taux effectif moyen de l'impôt sur la société était 40%. Là, aujourd'hui, les économistes qui travaillent sur ces questions depuis de longues années considèrent que si on revenait à des taux de 25-30%, après, il faut regarder dans les détails, parce qu'y compris, il faut voir qu'est-ce qui est taxé. Il n'y a pas que simplement le taux, il y a savoir l'assiette de ce qui va être taxé. Et bon, il y a tout un jeu subtil qu'il faut regarder de près. Mais grosso modo, 15%, c'est insuffisant et tout le monde le dit. Et là où Bruno Le Maire dit oui, mais c'est bon, c'est un bon début, et puis moi je vais me battre pour avoir plus, simplement la réalité c'est qu'à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale, la France s'est battue pour ne pas avoir ce taux ou l'avoir le plus bas possible. Donc Bruno Le Maire, il joue double jeu là? Oui, clairement, il y a la volonté d'afficher comme quoi la France est à la pointe de ce combat. Les gens qui ont travaillé sur ces questions et qui ont réellement poussé dans les années précédentes pour que la France porte cette question-là, savent très bien qu'en fait Bercy, Bruno Le Maire et l'Élysée ont plutôt bataillé contre. Si on prend le cas de la France, si ces multinationales sont taxées à 15%, c'est quoi le taux effectif moyen d'impôt sur les sociétés, mais qui serait des PME? Aujourd'hui, c'est la difficulté, c'est-à-dire que si on pose ce 15% comme étant finalement la norme de demain pour l'ensemble de ces grandes multinationales, l'ensemble des autres sociétés en France voient leur impôt sur les sociétés diminuer parce qu'Emmanuel Macron en a décidé ainsi. Et donc, du coup, il va arriver à 25% à la fin du mandat, alors que peut-être que les multinationales seront taxées simplement à 15%. Donc, du coup, c'est ça. Même en baissant à 25, c'est déjà beaucoup plus que... c'est déjà beaucoup plus que les multinationales. Donc, est-ce que c'est pas injuste pour les PME ou clairement, aujourd'hui... Est-ce qu'on n'arrive pas, du coup, dans une espèce de situation avec un décalage tel... Alors, avant, il n'y avait rien... qu'une PME pourrait peut-être légitimement se dire il n'y a pas de raison que moi je paye presque 2 fois plus qu'une multinationale. Clairement, le taux de 15% ne permet pas de repartir sur des bases saines de construction d'une égalité fiscale entre grandes entreprises et petites et moyennes entreprises. Donc du coup, on peut effectivement avoir finalement un système à 2 vitesses. Les multinationales retrouvant à l'échelle internationale un taux peut-être qui sera de 15% d'ici 4, 5, 6 années, et dans chacun des pays, des petites et moyennes entreprises qui seront encore taxées à 25% ou qui vont batailler pour n'être taxées qu'à 15%. Donc du coup, la course au moins-disant fiscal, elle a peut-être un plancher, mais elle va peut-être continuer pour tous les pays qui sont au-dessus, et ça c'est extrêmement problématique parce que derrière, c'est des ressources moindres pour les pouvoirs publics, et qui dit des ressources moindres pour les pouvoirs publics, c'est des ressources moindres pour financer les services publics dont on a vu à travers la pandémie que nous en avions un besoin absolument important et de financement supplémentaire. Les GAFAM se sont réjouis dans leur communiqué de ce taux à 15%. Est-ce que c'est pas mauvais signe, un peu comme quand Nicolas Sarkozy félicite Hervé Gattegno pour un article? Parce que là, c'est pas pareil, on se dit pas, c'est qu'il y a un hic. Les GAFAM ne sont pas apeurés par ce taux-là. Et ça va les amener effectivement, notamment les très gros, ça va les amener à payer plus d'impôts certainement, mais finalement, elles ont pu se développer ces 20 dernières années à travers des impositions extrêmement faibles. On a vu la semaine dernière que Microsoft avait déclaré 300 milliards de dollars de bénéfices en Irlande avec 0 employé et donc en payant 0 € d'impôt sur les sociétés. Donc ils ont profité de cela, ils sont assis sur une économie maintenant de rente et ils sont positionnés à l'échelle internationale. Et leur prochain défi, c'est pas de se développer dans les pays occidentaux. Leur prochain défi, c'est de batailler contre leurs alter ego
chinois. Et c'est là où la géopolitique rentre en ligne de compte. Et c'est là où, en fait, l'administration américaine, en alliance avec ces multinationales, finalement, a obtenu que l'ensemble des pays occidentaux se rallient derrière eux pour affronter le géant chinois. Donc il y a une logique qui est géopolitique, qui surplombe tout cela et finalement qui fait transparaître en creux, et c'est là où l'ensemble des commentateurs depuis 72 heures qui louent cette annonce oublient ne se rendent pas compte ou ne veulent pas le voir ou ne pas le mentionner, qu'en fait ça illustre l'extrême faiblesse de l'Union européenne, de la France et de l'Allemagne. L'Union européenne, avec les grandes valeurs qu'elle dit partager, aurait dû être à la pointe de ce combat-là et déjà organiser la lutte contre l'évasion fiscale dans son propre continent. Justement, l'évasion fiscale, on nous a aussi dit que c'était la fin des paradis fiscaux. On nous l'a tellement annoncé qu'on a un peu du mal à y croire, là. Alors, c'est amusant. Le G7, c'est une longue histoire de promesses qui n'ont jamais été tenues. En 1980, il a mis fin au terrorisme international. En 86 et 96, il a mis fin au risque nucléaire. En 99, il a mis fin aux dettes des pays du Sud. En 2009, il a mis fin au réchauffement climatique et aux paradis fiscaux. Alors, paradis fiscaux, c'était plutôt le G20. Bon, vous voyez, c'est un groupe de super-héros, quoi. Oui, le G7 et le G20, en fait, ce sont des organes qui ne savent faire qu'une chose, c'est écrire des communiqués de presse et qui essayent d'avoir des communiqués de presse qui fleurent bon et essayent de tenir compte de l'opinion publique mondiale. Donc ce qui est intéressant là, c'est le fait qu'ils se sentent obligés, de peur sans doute, et c'est ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'élection de Donald Trump et tout cela, de peur de la réaction de leurs opinions publiques, de venir sur ces sujets. Donc maintenant, la question, c'est de savoir comment, à travers cette nouvelle situation internationale où effectivement la question de la justice fiscale est posée d'emblée à l'échelle internationale et où on voit qu'il n'y a pas de problème technique, il n'y a pas qu'un problème politique. Il faut de la volonté politique et on peut prendre des décisions. Et alors, on peut l'espérer effectif quand, cet impôt à 15%? Cet impôt à 15%, il va mettre très longtemps. Là, on va partir sur le G20. Donc du coup, en fait, les pays occidentaux vont batailler, ils vont mettre à l'index la Chine et la Russie pour dire, regardez, ils sont pas sûrs, nanana. Et ensuite, il faut que ça arrive dans le cadre de l'OCDE, qui a une négociation ouverte depuis 10 ans à 140 pays. L'OCDE, depuis 40 ans, finalement, met à plat et en fait mine et sape tous les processus multilatéraux onusiens. Et donc une négociation qui aurait dû avoir lieu dans le cadre de l'ONU. Et la charte de l'ONU, c'est nous, les peuples de la planète, donc ça incarne vraiment quelque chose. En fait, l'OCDE l'a préempté et c'est extrêmement problématique. Et on ne sait pas du tout quand est-ce que ça va aboutir. Ça peut mettre 2 ans, ça peut mettre 5 ans, ça peut mettre 10 ans en fonction des aléas qui ne sont pas des aléas, mais en fonction des choix démocratiques des différents pays, en fonction du jeu géopolitique qui va évoluer. Donc ce 15%, ce sur quoi il faut se réjouir, c'est que c'est une annonce qui rompt avec la course au moins 10 ans fiscale. Et donc maintenant, c'est finalement à l'ensemble de l'opinion publique de s'en saisir. Et finalement, nous, en tant qu'Européens, l'exigence qu'on devrait avoir, c'est de dire, OK, vous voulez lutter contre l'évasion fiscale et le moins 10 ans fiscal à l'échelle mondiale, faites-le à minima au niveau européen. C'est l'échelon sur lequel vous avez le plus de prise. Et maintenant, ça suffit qu'il y ait de la concurrence fiscale à l'échelle européenne. Alors, je le disais en début d'entretien, vous avez produit le rapport Allo Bercy 2, rapport qui nous révèle que pour les entreprises du CAC 40, ces entreprises ont réussi l'incroyable performance en pleine pandémie de verser 51 milliards d'euros à leurs actionnaires. C'est 22% de plus que l'année dernière. Ça représente, nous dit le rapport, par exemple, l'équivalent de la construction de 100 hôpitaux publics ou 1300 lycées, ou encore la rémunération des 960 000 personnels soignants et non soignants des hôpitaux publics. Ça, c'est pour comprendre le volume de ces dividendes. Dividendes versés par des entreprises qui ont touché des aides publiques, comme par exemple le chômage partiel ou les prêts garantis par l'État, et qui, pour certaines même, sont allées jusqu'à supprimer des emplois. Est-ce qu'il faut nécessairement être un économiste ou un ministre non libéral pour s'émouvoir de tout ça? Non, je pense que là, clairement, on a des données qui sont absolument flagrantes. Moi, la plus frappante, mais peut-être parce que je suis trop économiste, c'est de se rendre compte que le CAC 40 a versé l'équivalent de 140% de ses profits réalisés en 2020. L'ensemble de ses profits, plus 40%, ces groupes les ont versés à leurs actionnaires. Comment on peut verser plus que ces profits? Ils sont allés piocher, alors c'est prié de manière agrégée et tout ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils sont allés piocher dans leur trésorerie, ils sont allés piocher dans leur ligne de crédit pour rémunérer à court terme des actionnaires. Grosso modo, donc pas d'investissement avec cet argent, de fait?
on aurait espéré, puisqu'on nous a beaucoup parlé de l'économie du monde d'après, qu'ils consacrent effectivement l'ensemble de leur trésorerie, qu'ils réduisent les dividendes et les rémunérations de leurs actionnaires pour dire « Ok, il faut changer d'économie, il faut aller vers une économie moins impactante pour la planète, une économie plus respectueuse de tels ou tels objectifs, pas simplement les objectifs qui sont les nôtres, mais les objectifs qui ont été assignés à l'ensemble de l'économie française. » Eh bien non, le CAC 40 fait le choix de rémunérer de manière très importante à court terme les actionnaires. Ça, c'est un choix de court terme qui est extrêmement problématique. Il n'y a pas un seul économiste. Et je défie Bruno Le Maire de venir sur un média quelconque dire « c'est une très bonne nouvelle pour l'économie française que le CAC 40 ait versé l'équivalent de 140% de ses profits à ses actionnaires ». C'est pas possible, c'est pas tenable. Ça signifie simplement qu'on a des groupes qui sont assis sur une économie de rente et qui extrait le maximum de cash, non pas pour investir dans l'économie du monde d'après, même pas simplement pour faire perdurer leur propre outil de production, mais simplement pour rémunérer leurs actionnaires. Ceci est intenable sur le plan économique et inacceptable du point de vue moral et politique. On a l'impression, avec ces aides aux entreprises, aux multinationales qui n'ont pas été conditionnées, parce que toutes les aides dont on a parlé, chômage partiel, PGE, prêt garanti par l'État, ça n'a pas été conditionné au fait de ne pas supprimer des emplois ou au fait de, je sais pas, d'investir dans la transition écologique. On a l'impression que finalement l'État-providence, il est plus au service des entreprises. Clairement, juste quelques exemples. Les groupes qui sont le plus aidés dans le CAC 40, Renault, Safran, Airbus, sont les groupes qui licencient le plus. Pourquoi l'État met des billes et autant d'argent dans des entreprises sans poser une condition? Vous avez une réponse? Eh bien parce qu'on se la pose aussi, cette question. En fait, leur justification, c'est de dire qu'il faut en fait sauver le système productif tel qu'il était avant, et le marché, les entreprises sauront mieux faire que les pouvoirs publics. Et donc du coup, finalement, les pouvoirs publics servent à débloquer des ressources qui vont être là pour éventuellement sauver le capitalisme français tel qu'il existait, mais il est hors de question, d'un strict point de vue idéologique, et même pas économique, comme je l'expliquais tout à l'heure, d'intervenir massivement dans l'économie en disant « Ok, on met de l'argent sur la table, mais nous, l'économie, on veut qu'elle aille dans cette direction-là. » Et donc, du coup, on conditionne l'aide qu'on vous donne à telle ou telle mesure que vous devriez prendre. Et ensuite, dans les groupes, il y a des groupes qui ont touché des aides publiques, et massivement. Sanofi, c'est un exemple massif. C'est-à-dire que Sanofi a touché plus d'1 milliard d'euros de crédit impôt recherche, qui est un dispositif de soutien absolument inefficace, alors que Sanofi, en 10 ans, alors que Sanofi supprime des chercheurs et que Sanofi n'a toujours pas trouvé un vaccin. Et Sanofi va être aidé pour relocaliser des productions sur le territoire national. Donc, et par ailleurs, Sanofi supprime des emplois et tout cela, donc, et verse un des plus gros verseurs de dividendes. Donc on a là des groupes, mais c'est le cas de Sanofi, c'est le cas de Michelin, et je pourrais en citer plein, qui en fait profitent très largement, qui sont abreuvés d'argent public de la crise et qui sont très largement soutenus par les pouvoirs publics pour satisfaire leurs propres intérêts généraux. Et effectivement, la question derrière que cela pose, c'est une question très très importante pour l'avenir de notre système économique, de notre système social. L'État-providence a été créé pour nous protéger des aléas de la vie, aléas chômage, aléas maladie, aléas... voilà. Aujourd'hui, finalement, est-ce qu'on n'a pas une transformation de l'État-providence pour également, ou à la place, venir soutenir le capital, assurer sa rémunération de court terme et finalement être ce que l'État-providence a été sur les questions sociales, sur les questions économiques. Et on parle aujourd'hui, dans le monde anglo-saxon, est-ce qu'on est en train de passer d'un welfare state à un corporate welfare, c'est-à-dire un État-providence pour les multinationales, pour les acteurs économiques. Et c'est massif. Avant la crise, les aides publiques aux entreprises, c'est 150 milliards d'euros, en croissance de 6 à 7% par an depuis 15 ans. Un pognon de dingue. C'est un véritable maquis des aides économiques au secteur privé. Sans transparence, sans conditionnalité, là où on nous parle des devoirs des chômeurs qui touchent eux, il n'y a pas de devoir. Le pognon de dingue n'est pas forcément là où on croit. Non. Merci Maxime Combe, vous êtes économiste à l'Observatoire et vous faites partie de l'Observatoire des multinationales. D'ailleurs, votre rapport à l'Aubercy 2, j'imagine, est à lire sur votre site. Merci d'être passé par le plateau d'Aller Libre. Tout de suite, le 24 heures. Si vous n'avez pas lu Mediapart depuis 24 heures, séance de rattrapage, Mediapart dévoile l'envers du meeting fondateur de Valérie Pécresse en 2019 à Brive-la-Gaillarde. Derrière la foule de 1500 personnes se trouvaient en réalité des contingents entiers de faux militants, rameutés tout frais payés depuis Paris, extrait de notre enquête vidéo. Comment vous expliquez qu'il y a eu des centaines de personnes qui venaient sans savoir qu'elles venaient vous voir ?
Écoutez, aujourd'hui, on est à 2 semaines du scrutin. Alors, les manipulations politiques et les histoires qui sont exhumées du passé, franchement, c'est pas le sujet aujourd'hui. Pas il y a si longtemps, et puis surtout, c'est une question de clientélisme qui se pose. Merci, mademoiselle. Vraiment n'importe quoi. C'est n'importe quoi de dire qu'il y a des gens qui ne savaient pas qui venait vous voir, Valérie Pécresse? Bonjour, monsieur. On fait pas 500 km quand on sait pas où on va. Source majeure d'émissions de gaz à effet de serre, l'élevage industriel est régulièrement montré du doigt et le végétarisme gagne du terrain. Oui, mais pas pour tout le monde. Michael Correia a interviewé la journaliste Nora Boisoni qui explique pourquoi les hommes restent les plus réfractaires à une alimentation végétale. Élection départementale enfin, sa présence voilée sur les affiches de campagne de la liste LREM à Montpellier dans l'Hérault avait suscité la polémique instrumentalisée par l'extrême droite. Quelques semaines plus tard, Cécile Hautefeuille a suivi Sarah Zemaï lors d'un déplacement de campagne au marché de la Paillade où l'épisode ne fait pas débat mais suscite la sympathie. À l'air libre, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Bonne soirée, salut!